Antoine Glaser, bonjour. Bonjour. Sombre Lagune raconte le combat d'un petit barbouze français contre la mafia d'Abidjan. On croise des trafiquants libanais, un flingueur marocain. Et ce qui frappe, c'est que la guerre du cacao a laissé la place à celle de la cocaïne. Absolument. On a l'impression maintenant que la cocaïne est absolument intégrée dans le cacao qui reste la première production de la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial. Et finalement, quand on va sur le terrain, qu'on voit le port d'Abidjan et on voit comment des narcotrafiquants ont pu planquer de la cocaïne dans le cacao, il fallait y penser. Et ça vient de Colombie tout ça, hein. Ça vient de Colombie. Quand on connaît un peu le port d'Abidjan, on voit la complexité de pouvoir contrôler et surveiller l'ensemble des conteneurs. C'est vraiment mission impossible, hein. En 2021, 2 tonnes de cocaïne ont été saisies dans les ports d'Abidjan et de San Pedro. Et on vient de juger, je crois, le chef de la cellule antidrogue du port d'Abidjan. Oui, parce que c'est pas particulier à la Côte d'Ivoire. On voit comment, bien sûr, la police, les douaniers, des gens qui n'ont pas forcément des salaires extrêmement élevés, se laissent corrompre avec une grande facilité. Et quand c'est dans le port du Havre, on en parle vraiment comme quelque chose de quotidien. Et ben, à Abidjan, c'est la même chose. Simplement, à Abidjan, il n'y a pas tous les jours des arrestations. Et c'est ce fait divers de 2021 qui vous a donné l'idée de ce livre? Ce qui m'a donné l'idée de ce livre, c'est vrai qu'il y a eu en Côte d'Ivoire un certain nombre de personnes qui ont disparu. Et l'idée du livre est vraiment à germer à partir de ces disparitions. Et ensuite, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui pouvait entraîner l'assassinat comme ça de personnalités ou de gens qui étaient plutôt des enquêteurs, que ce soit des journalistes, des espions, et c'est en Côte d'Ivoire. Alors il y a un enquêteur qui a disparu il y a 21 ans dont tout le monde se souvient, c'est notre confrère Guy-André Kieffer qui travaillait pour vous, Antoine Glaser, quand vous étiez le directeur de la Lettre du Continent. Alors à l'époque, il a été kidnappé sur le parking d'un supermarché et depuis on n'a jamais retrouvé son corps. Est-ce que vous avez pensé à lui en écrivant ce livre? Oui, en partie, j'ai pensé à Guy-André Kieffer, mais comme j'ai pas enquêté réellement sur sa disparition, c'est vrai que j'ai pensé, mais j'ai fait en sorte que ça soit pas non plus son histoire. Guy-André, il enquêtait beaucoup sur les trafics de cacao entre les pays, mais il enquêtait aussi sur la Guinée-Bissau à l'époque du général Ousmane Mané. Donc, je veux dire, c'était un ensemble. Mais bien sûr, j'ai pensé à Guy-André Kieffer, d'autant que c'est certain que dans mon roman, il y a un journaliste britannique qui est assassiné à un certain moment donné. Donc bien sûr, en fait, cette fiction, c'est une toile de fond, c'est plusieurs histoires en une, c'est une ambiance. J'adore Abidjan aussi, c'est cette lagune qui pour moi est totalement mystérieuse. Et 15 millions de personnes qui vivent à Abidjan et avec cette mixité de tous les pays voisins. C'est une capitale qui me fascine. Dans ce livre, Antoine Glaser, vous avez une écriture sèche, une écriture de polar, mais quelquefois au détour d'une phrase comme celle-ci, le cash bloqué au Liban coule à présent dans le béton ivoirien. Dans ce style, dans ce type de phrase, on retrouve le style un petit peu imagé et fleuri de la Lettre du Continent que vous avez dirigée pendant longtemps et qui s'appelle aujourd'hui Africa Intelligence. Romancier d'un jour, journaliste toujours? Oui, bien sûr, bien sûr. C'était extrêmement difficile pour moi cette fiction parce que évidemment, je voyais Guy-André Kieffer, j'en revoyais d'autres et c'était compliqué. Vraiment, c'est une fiction qui m'a demandé beaucoup de travail parce que j'avais toujours envie d'écrire et d'enquêter sur la réalité de tout ça. Alors vous cachez évidemment de vrais personnages sous des pseudos. Et l'un des hommes clés de votre roman, c'est le tout-puissant ministre de l'Intérieur, Bamba. Colosse et bon vivant, écrivez-vous. J'ai pas pu m'empêcher de penser à Ahmed Bakayoko, le défunt ministre de l'Intérieur de Côte d'Ivoire. Oui et non, c'est pas Ahmed Bakayoko, mais c'est vrai que Ahmed Bakayoko, c'est vrai qu'il était le tout-puissant ministre de l'Intérieur, ensuite Premier ministre. C'est vrai que lui, un peu comme le personnage Bamba, lui aussi, il voulait aussi peut-être accéder aux plus hautes fonctions de l'État. Mais dans la fiction, on ne sait pas comment il est mort, Bamba. Donc voilà, encore une fois, c'est vraiment une fiction. Alors même si, comme toile de fond, évidemment, qu'il faut quand même que l'histoire, il y ait des choses qui sont réelles. Hein. C'était pas Ahmed Bakayoko, mais quand je raconte les milices de quartier qui assurent la sécurité d'un grand stade à Abidjan au moment d'un congrès d'un parti politique, quand je raconte que j'ai vu quelqu'un qui ouvrait la fenêtre de sa Mercedes pour jeter des billets à des jeunes miliciens qui assuraient la sécurité du congrès, je l'ai vu de mes yeux, mais c'est pas du tout Ahmed Bakayoko qui était dans la voiture. Donc vous voyez, c'est décalé.
décalé, mais avec une toile de fond qui est la réalité du pays. Et on sent chez vous une certaine fascination pour ces hommes politiques qui sont à la frontière de ce qui est légal et de ce qui est illégal. Oui, il y a cette fascination-là, mais il y a aussi ce que j'ai aussi voulu montrer avec cet honorable correspondant des services secrets français. J'ai voulu montrer aussi qu'il y avait une période qui avait tourné, que la France était plus chez elle en Côte d'Ivoire et qu'il y avait un certain nombre de Français qui avaient l'impression qu'ils étaient encore chez eux en Côte d'Ivoire, qui pouvaient se permettre d'enquêter sur des puissants du régime. C'était ça aussi que j'ai voulu montrer, des personnages qui sont un peu dépassés parce qu'ils sont eux-mêmes devenus anachroniques dans une Côte d'Ivoire totalement souveraine. Et alors, Paul Mercier, ce héros de votre livre, qui est en effet un petit barbouze, hein, comme vous dites, il est malheureux parce qu'il ne peut plus promettre des visas pour la France à ses amis, parce que le temps du copinage pour les visas, c'est terminé. Exactement, ça se fait plus. Et à l'époque, il suffisait de passer un coup de fil à l'ambassade de France, dans tous les réseaux français en Afrique. On pouvait comme ça faire voyager toutes les personnalités ivoiriennes. Et ce petit barbouze, on dit, mais qui est en fait un honorable correspondant des services secrets français, qui n'a pas réussi Saint-Cyr, n'a pas réussi, lui, à devenir vraiment espion, comme les espions d'ambassade, qui est souvent le deuxième conseiller, comme chacun sait, de l'ambassade, qui est le diplôme, et le diplôme barbouze. Comme lui n'a pas réussi, comme il a toujours vécu en Côte d'Ivoire et que son père était un haut responsable du secteur N, qui est le secteur Afrique de la DGSE, on voit que lui, il veut trop en faire quelque part. Il veut montrer qu'il en est, qu'il fait ce qu'il veut et qu'il est puissant autant à Paris qu'à Abidjan. Et c'est sa principale erreur, c'est que le temps a passé. Est-ce qu'avec Sombre Lagune, vous avez voulu écrire le livre Requiem de la France-Afrique? Oui, quelque part, mais je veux dire, la France n'a pas vu l'Afrique se mondialiser. Et pour moi, la France-Afrique, elle est terminée depuis la fin des années 1990. La France a continué à se croire chez elle en Afrique, mais l'Afrique, et en particulier la Côte d'Ivoire, est déjà totalement mondialisée. C'est des personnalités, des personnages. C'est un peu le village franco-ivoirien que j'ai voulu décrire. En 1992, avec votre confrère Stephen Smith, vous avez fait une entrée fracassante dans l'édition avec le livre Ces Messieurs Afrique. C'est une galerie de portraits qui a fait date. Alors avec les portraits des mafieux d'Abidjan d'aujourd'hui, est-ce que vous voulez refermer la boucle? Oui, un peu, mais je l'avais fait au cours de mes études de la sociologie, de l'ethnologie. Je peux vous dire qu'une personnalité ivoirienne est 10 fois plus complexe que n'importe quel homme d'affaires ou député français. Voulez-vous dire que les messieurs Afrique d'aujourd'hui, ce sont des vrais personnages de romans? Les messieurs Afrique d'aujourd'hui sont d'abord totalement mondialisés et qui circulent de Dubaï à Pékin. Je veux dire, c'est fascinant. Singapour, ceux dont je parle dans ce roman n'ont pas vu l'Afrique se mondialiser. On est passé de Foccart à la mafia et vous avez une petite nostalgie de l'époque Foccart? Non, j'ai pas de nostalgie des potes Foccart, mais c'était une période historique de capitalisme d'État, des réseaux secrets français en Afrique, une période où c'était pas l'appât du gain, mais c'était un patriotisme quand Jacques Foccart nous disait ce qui est bon pour la France est bon pour l'Afrique. Bien évidemment, moi, ça me faisait dresser les cheveux sur la tête, donc j'épousais absolument pas ce qu'on appelle la France-Afrique, mais qui était la France qui se croyait toujours chez elle en Afrique. Dans votre livre, il y a beaucoup de ministres corrompus et de mafieux venus de tous les continents. La lagune est bien sombre. Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelques personnages lumineux? Ah ben bien sûr que si. Si vous allez au grand marché d'Adjamé, vous avez des millions de gens qui survivent au quotidien, qui sont pas du tout mafieux et qui se débrouillent pour manger à la fin de la journée. Et là, c'est vraiment ces gens-là, c'est pour ça qu'on va en Afrique. Et il y a des personnages attachants dans votre livre, comme la petite Mariatou, qui est l'une des maîtresses du ministre Bamba. Absolument. Qui est une des maîtresses, qui a des faux ongles et qui, au départ, on l'a mise à la conciergerie parce comme elle avait des faux ongles, elle n'arrivait plus à faire les chambres, elle est en particulier. Et on apprend que votre plat préféré, c'est le côte genou au poulet. Oui, mais ça, fallait pas que je choisisse un plat sans avoir trop de problèmes. Et évidemment, les soirs, au maquis, près de la lagune. Ah, c'est une ambiance absolument incroyable. Les odeurs sur la lagune. Alors, la lagune, bien évidemment, à cette heure-là, on a l'impression qu'elle est magnifique. On voit les aigrettes blanches en train de se poser sur des tas d'ordures, mais ça reste quand même un endroit totalement magique pour prendre une bonne bière brune. Vous écrivez des aigrettes blancs immaculés
picore les jambes effilochées et sanguinolentes du corps de la jeune femme. Le contraste est fort, hein. Oui, mais justement, dans les maquis, là, quand je regardais que je me perdais, là, les yeux sur la lagune, j'ai toujours été autant révolté que fasciné de voir ces magnifiques oiseaux blancs se poser sur des détritus d'une lagune totalement polluée, en particulier, bien évidemment, avec le port d'Abidjan, la raffinerie, etc. Et c'est vrai qu'il y a des problèmes de pollution qui sont extrêmes. Et donc, c'est vrai que ce contraste, c'était fascinant. Antoine Glaser, merci. Merci à vous.